Et c'est l'heure, Philippe, de l'info-média du jour. En 2019, la photo d'un œuf a reçu près de 54 millions de likes, devenant ainsi la photo la plus populaire d'Instagram. Dans le même temps, 51 millions de personnes dans le monde ont souffert, loin des projecteurs, victimes de crises humanitaires oubliées, c'est-à-dire 51 est inférieur à 54. C'est avec ces mots que l'association humanitaire CARE présente son rapport Suffering in Silence, en français Souffrant en silence. Et pour la 4e année consécutive, CARE recense les 10 crises humanitaires oubliées par les médias en 2019. Et moins elles sont médiatisées, plus ces crises durent. Alors ce matin, nous avons décidé d'en parler avec Philippe Lévesque. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'ONG CARE France. D'abord, Philippe Lévesque, comment avez-vous fait pour établir ce classement ? C'est un travail entre membres de l'association CARE en Europe. Nous nous sommes mis ensemble, nous demandons à un cabinet extérieur qui s'appelle Meltwater, une entreprise allemande, de mesurer les occurrences sur le net en 5 langues, français, anglais, allemand, espagnol, arabe, les occurrences de mots crise et des noms des 20 plus grandes crises ou des 40 plus grandes crises qui ont touché plus de 1 million de personnes. Ils tournent leur machine, font leur intelligence artificielle et ils sortent ce classement qui nous montre les crises les moins médiatisées, les crises sur lesquelles vous, les médias, vous avez porté le moins de regard pendant l'année 2019. Je vais vous l'avouer, il y a même des crises dont j'ignorais l'existence et pourtant Dieu sait que je lis les journaux, que je regarde la télé et que j'écoute la radio. D'abord, ce qui résulte de ce classement, c'est que la grande oubliée des micros et des caméras, 9 fois sur 10, c'est l'Afrique qui passe à la trappe. C'est juste. Cette année, 9 des 10 pays qui sont les plus en crise oubliés sont dans cette triste palmarès. Alors il y a différentes raisons à ça. D'abord, est-ce qu'on peut les donner ? Est-ce qu'on peut donner les crises ? Vous les avez en tête ou pas ? Oui, je les ai en tête. Alors allez-y. Celle qui a eu le moins d'occurrences, c'est Madagascar. Ouais. En Madagascar, dans le sud malgache, il y a chaque année des sécheresses. Ça fait très longtemps que cet épisode dure. Elles peuvent être dues, c'est une zone quasi désertique, donc il peut y avoir des problèmes de pluie, mais il y a surtout les impacts des dérèglements climatiques dans la zone et des phénomènes El Niño, vous savez, les courants qui changent, etc. L'impact sur les populations. Et donc ce que vous dites, ce que vous avez dit en préambule, c'est que cette crise dont on ne parle pas ici, et dont j'avoue, j'ai appris l'existence, touche déjà au minimum 1 million de personnes. Cette crise à Madagascar touche plus de 2 500 000 personnes. 2 500 000 personnes. Et dans ce travail que nous avons fait, donc 5 langues, 2,4 millions d'articles qui ont été scannés à travers la planète pendant un an, la crise, les mots Madagascar et sécheresse n'ont que 610 occurrences. 610 occurrences. La crise la plus médiatisée, la plus suivie par vous, les médias, c'est la crise de Syrie, 400 000 occurrences dans l'année. Et savez-vous combien il y a eu d'occurrences pour le Paris Saint-Germain ? Le mot Paris Saint-Germain ? Allez-y. 2 700 000. 2 700 000. Alors, c'est ça que nous voulons mettre en parallèle. Bien sûr. Rendre intéressant ce qui est important. Les autres crises alors, oubliées. Madagascar, on l'a dit, il y a la Zambie, l'Érythrée, le Kenya. Allez-y, je vous laisse détailler, Philippe. La Zambie, l'Érythrée, le Kenya, l'Éthiopie sont liés cette année en tout cas à des problèmes de sécheresse dans la zone. Et là aussi, on voit l'impact des dérèglements climatiques sur ces zones. Alors bien sûr, tout le monde connaît le Kenya, tout le monde connaît la Zambie, etc. Mais il y a des zones où il y a des zones de sécheresse où les médias ne vont pas ou ne vont plus. Ouais. D'où ce sous-traitement de l'information. Est-ce que ce sont les médias qui ne vont plus là-bas ou est-ce que parfois c'est le gouvernement qui souhaite que les journalistes n'aillent pas mettre leur nez là et qui préfèrent, par exemple, quand on veut tourner le Kenya, nous montrer les réserves avec les éléphants, les tigres et les girafes, les lions et les girafes. Les tigres, c'est un autre continent. Les tigres peut-être pas. Non, les tigres, ils sont en Asie. Mais vous avez raison, il peut y avoir des raisons, il y a quantité de raisons à cet oubli dans les médias. Les problèmes politiques peuvent être une des raisons. À l'occurrence, c'est vrai pour l'Érythrée ou la Corée du Nord, où ni vous, les médias, ni nous, les humanitaires, pouvons rentrer facilement. Ce n'est pas vrai. Pour la Zambie, ce n'est pas vrai pour le Kenya. Pauvreté extrême au Burundi. Le Burundi est en une zone, il y a de l'insécurité alimentaire au Burundi depuis longtemps, puis il y a des troubles politiques. Alors quand on rajoute des problèmes de démographie parfois aussi, trop de pression humaine sur une zone, des problèmes d'impact des règlements climatiques et des problèmes sociopolitiques, alors là vous avez les ingrédients pour une crise qui va durer longtemps, c'est le cas du Burundi. Vous parlez aussi de la crise environnementale et des violences sexuelles en Éthiopie. J'ignorais qu'il y ait une catastrophe qui inclut des violences sexuelles que les médias occidentaux passent sous silence, alors que théoriquement on devrait être sensible à ce genre de choses. On devrait, et c'est une bonne chose d'être sensible à ces problèmes chez nous évidemment, mais un regard extérieur serait utile pour nous permettre de protéger mieux les victimes.
Lorsqu'il y a beaucoup d'insécurité alimentaire ou d'insécurité politique, les gens doivent se déplacer. Souvent, les femmes se retrouvent seules, chefs de famille. Le mari est peut-être en prison, ou il a été battu, ou il est mort, ou il est parti. Ou il fait la guerre. Il fait la guerre, ou il a migré ailleurs pour des raisons économiques. Et la femme, chef de famille, se retrouve avec les enfants en ville. Là, elle a très peu de ressources. Et elle peut être assez souvent la victime de violences sexuelles ou de devoir avoir recours à la prostitution pour survivre. Quel est le point commun de ces 10 crises, mis à part qu'on n'en parle pas dans les médias ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sous-tend ça ? Une crise dont on ne parle pas dans les médias est une crise qui sera moins financée, qui sera moins sur le radar des humanitaires aussi, bien sûr, et moins sur le radar des politiques. Alors elle va durer plus longtemps. Je crois que le point commun qu'on peut trouver, c'est ça. Ces crises durent plus longtemps parce qu'elles seront moins suivies, elles ont moins d'impact géopolitique aussi, donc les leaders mondiaux laissent faire. Mais ce qui les unit, dites-vous, c'est le réchauffement climatique et les impacts, dans presque tous les cas. Pour 7 d'entre elles, les impacts et dérèglements climatiques, oui, les relient. Alors bien sûr, on en parle de plus en plus des dérèglements climatiques, de leurs conséquences, et c'est une bonne chose, mais la conversation est essentiellement tournée sur nous, sur l'Occident, notre changement de vie, les conséquences sur notre économie, les conséquences chez nous, et elles sont là évidemment. Mais il y a de moins en moins, où il n'y a pas assez de regards qui sont portés sur les conséquences des dérèglements climatiques pour les gens qui en souffrent énormément, déjà aujourd'hui. Alors, particulièrement Madagascar, le Sahel. Les choses bougent, mais pas assez. Vous allez nous dire pourquoi et comment et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça, nous tous, les citoyens. Parce que si on lit les articles, ça fait monter les occurrences. Pardon de cette critique, et ne le prenez pas mal, mais les choses ne bougent pas énormément. Sur 6 des 10 crises que vous mettez en avant, 2 au moins ont déjà figuré dans le classement annuel. Est-ce que c'est pas un peu décourageant ? Alors bien sûr, on peut voir le verre à moitié plein, c'est peut-être un petit peu décourageant, mais on va le regarder de l'autre côté aussi. Vous dites qu'il y en a 8 qui n'y figurent plus. Voilà, donc, et l'important c'est de faire ce chemin ensemble avec vous, les médias, parce que c'est un rapport sur vous. Bien sûr. Et c'est un rapport pour vous challenger, vous, et challenger vos conférences de rédaction sur l'intérêt qui est porté. Tout à l'heure, je disais le score du Paris Saint-Germain, 2,7 millions. Et Madagascar, 612. La République centrafricaine, des dizaines de milliers de morts, c'est un peu moins de 1000 occurrences. Le concours de l'Eurovision pendant le mois de mai 2019, 100 000 occurrences. Alors je dis pas qu'il faut pas en parler. Bien sûr. Mais un regard des médias un petit peu plus fort sur les crises oubliées des médias nous aiderait à travailler. Mais vous savez qu'en même temps, les médias, je vais pas les disculper ici, mais les médias regardent ce qui est suivi. Et si on découvre qu'il y a des occurrences, par exemple sur Twitter, et qu'un hashtag est suivi, les médias font des papiers sur le sujet. Le coronavirus, tous les médias se sont rendus compte, il y avait des envoyés spéciaux partout. Toutes les chaînes d'infos étaient depuis 7h à Carril-Rouet pour voir ce qui allait se passer, parce qu'ils avaient vu qu'il y avait une appétence du public français pour suivre cette crise. Ouais, à juste titre. Maintenant, on n'est pas obligé de suivre un œuf sur Instagram non plus. On est bien d'accord. Mais là, c'était une boutade. Donc, il y a des choses. Non, mais les gens. Il faut expliquer. L'œuf, c'était humoristique. Voilà. On a mis un œuf pour mettre le truc le plus insignifiant qui soit, pour démontrer l'absurdité du système. Absolument. Ouais. Mon point, c'est que ce sont des choix que font vos conférences de rédaction. Donc, faire monter les sujets, c'est un choix de patron, ce choix de direction, et je pense qu'un peu plus d'éclairage aiderait. Mais il y a d'autres pistes, comme par exemple des liens entre vous, les rédactions parisiennes ou allemandes ou britanniques, avec le terrain. Il y a beaucoup de journalistes sur le terrain, mais qui ont locaux, mais qui ont du mal à faire remonter les informations. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'ils ont très peu de moyens, parce qu'ils sont très peu financés. On pourrait imaginer des relations entre de grands médias comme Europe ou France Télévisions ou ailleurs en Allemagne ou en Grande-Bretagne avec des journalistes de terrain pour faire de l'écho. Nous utilisons beaucoup les radios locales, par exemple, en Afrique ou à Madagascar. C'est un excellent véhicule pour prévenir la population de l'approche d'un cyclone ou qu'il y a des déplacements ou sur le coronavirus, par exemple. Donc ces partenariats locaux, c'est important. On a aussi constaté qu'il y a eu, spécialement dans les médias français et allemands, des baisses dans les budgets pour voyager, pour aller sur le terrain, ou dans le nombre de correspondants locaux. Ouais. Alors tout ça a un impact. Bien sûr. Ce qui revient. Même à la télévision en France, il y a des bureaux qui ont été fermés. Ouais. J'ai le souvenir que France 2 ou TF1 avaient des bureaux en Amérique du Sud et que c'est plus le cas désormais. Donc on réfléchit à 2 fois avant d'envoyer quelqu'un. C'est très juste. Voilà. Une autre piste, par exemple, c'est de demander aux bailleurs de fonds, aux grands bailleurs institutionnels, de garder une petite part de budget pour que nous, humanitaires, nous puissions amener avec CARE ou avec d'autres des journalistes sur le terrain pour témoigner. Vous avez étudié la présence de ces crises humanitaires dans les médias, on l'a dit en français, mais également en anglais, en allemand, et depuis cette année en espagnol et en arabe. Est-ce qu'il y a des variations sensibles selon les pays, selon les langues ?
Globalement, assez peu. Vu le nombre d'articles, les 2,4 millions qui sont analysés, tout ceci se compense. Alors bien sûr, il peut y avoir certains prismes. Les médias, on parlait de la crise de Madagascar, le pays qui l'a plus suivi, c'est l'Afrique du Sud, donc en anglais, mais c'est le pays d'à côté. Ouais. Bien sûr, mais globalement, tout ça se compense. Mais par exemple, les articles en arabe ne suivent pas davantage l'Afrique, alors que les pays du Maghreb sont situés géographiquement plus proches de l'Afrique que la Scandinavie, par exemple. Bien sûr, on n'a pas suivi les langues scandinaves, mais ça viendra peut-être. On va rajouter, si on peut, parce que ça coûte cher, le russe et le chinois, et on verra s'il y a d'autres impacts, et le portugais. Mais non, les médias arabes suivent plutôt les crises du Moyen-Orient, et il y a de quoi faire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce qu'on appelle la loi de proximité, qu'on appelle dans les rédactions la loi du mort au kilomètre? C'est-à-dire qu'on est très très sensible à ce qui se passe quand on a une relation parfois même humaine. Par exemple, l'appétence de la France, des Français, pour ce qui se passe en Algérie, vu que l'Algérie était française jusqu'au 5 juillet 62, par exemple. Oui, on voit une proximité linguistique ou culturelle. C'est sûr que dans les médias français, il y aura un regard un peu plus fort sur le Sahel que dans des médias allemands. C'est clair, les médias de langue anglaise vont regarder un peu mieux ce qui se passe en Inde, au Pakistan. C'est sûr. Mais néanmoins, statistiquement et globalement, tout ceci s'équilibre et pointe vers les mêmes crises oubliées partout. Est-ce que pour vous, un reportage est une aide pour résoudre un conflit comme peut l'être l'aide humanitaire? Est-ce que vous-même, du coup, vous êtes amené à embarquer avec vous des journalistes, des équipes de télé, de radio? C'est une très bonne question, et oui, cela arrive. Oui, mais nous n'avons pas beaucoup de fonds, nous non plus, là-dessus. C'est pour ça que j'insiste sur les bailleurs, comme l'Union européenne ou le gouvernement français ou américain, pour financer un billet d'avion ou deux billets d'avion. Je peux difficilement utiliser l'argent des donateurs pour cela. Même si je pense en effet que la médiatisation contribue à la résolution, en partie en tout cas, de l'aide, de la crise, puisque cela permet de faire pression sur le gouvernement local, ou en tout cas nous donne des arguments vis-à-vis du Quai d'Orsay ou vis-à-vis du ministère des Affaires étrangères britanniques. Puisqu'on parle d'argent, comment vivez-vous? Je veux dire, comment vous financez-vous? Ce sont des dons, ce sont des dotations étatiques, comment vous vivez? Très peu. Alors on vit difficilement, comme tout le monde, mais dans les ressources de CARE France, notre budget de 40 millions d'euros, les fonds privés représentent le tiers de ces ressources. Les deux autres tiers, ce sont des financements, toujours sur projet, de l'Union européenne, qui est le plus grand bailleur de fonds pour l'aide internationale aujourd'hui. Mais alors justement, je vais peut-être dire une énormité, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à investir, entre guillemets, tant qu'on puisse investir dans des sujets aussi difficiles que l'humanitaire et la misère humaine, d'emmener des équipes de télévision qui font des reportages, qui sensibilisent les gens en Occident et qui eux-mêmes font des dons? Nous le faisons quand nous en avons les moyens. Donc j'essaie d'amener des journalistes parfois sur le terrain, peut-être 2 fois par an. Ça coûte quand même... Non, mais prendre ces moyens pour ça, comme un investissement. Le retour n'est pas si immédiat que ça en C'était le sens de ma question. Donc c'est pas parce qu'un journaliste sera allé sur le terrain qu'il y aura des dons qui vont affluer aujourd'hui. Ça marche pas exactement comme ça, bien sûr. Mais néanmoins, ça fait partie du travail. Et pour moi, c'est extrêmement important d'amener des médias, mais d'amener aussi des politiques, des députés, des sénateurs, pour qu'ils voient ce qui se passe. Quel rapport vous entretenez avec les politiques de tous les pays, enfin ceux avec qui vous êtes en contact, et en l'occurrence avec les gens de l'Union européenne? L'Union européenne, excellente, bien sûr. L'Union européenne a des budgets extrêmement importants. Mais sur cette question-là, sur cette question des crises oubliées, est-ce qu'ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose, ou est-ce que là également, pardon de vous dire ça, vous prêchez un peu dans le désert? Dans tous ces pays-là, il y a des budgets de l'Union européenne pour répondre, sauf qu'ils sont insuffisants par rapport aux besoins des populations. Donc la médiatisation nous permettra de demander davantage. Ils seront comme vous, davantage sensibles à ces crises-là. La difficulté de l'Union européenne, c'est que c'est compliqué à approcher, et là, c'est terriblement bureaucratique. Donc si on simplifie un petit peu les règlements de l'Union européenne, on aurait peut-être plus de fonds pour aller sur le terrain. C'est quoi votre défi alors? C'est de montrer qu'une crise qui touche l'Afrique, puisqu'on l'a dit, 9 sur 10 touche l'Afrique, et qu'elle va, par capillarité, nous atteindre un jour en Europe? Elle nous atteindra peut-être pas. Elle atteint déjà beaucoup de personnes. Vous avez rappelé le chiffre, 51 millions de personnes uniquement sur ces crises-là. Il y en a évidemment près d'1 milliard dans le monde en général. Mais 51 millions, c'est énorme. Moins que de gens qui ont regardé l'œuf dont vous parliez en introduction. Mais néanmoins, moi, mon vrai défi, vous savez, c'est de plus en plus l'accès. Et c'est aussi une des causes de la non-médiatisation, c'est pouvoir avoir accès à ces personnes. D'autant que parfois, nous recevons, dans nos pays en tout cas, chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous allez recevoir, les télés vont recevoir des images, des témoignages que les gens ont pris sur leur téléphone. Mais là, on parle de zones extrêmement oubliées, où il n'y a pas de réseaux sociaux, où il n'y a pas d'internet, encore moins d'électricité. Et où parfois, le gouvernement veut surtout pas que les médias aient accès aux populations, en l'occurrence la Corée du Nord, qui débarque dans votre liste. Alors c'est sûr qu'en Corée du Nord ou en Érythrée, nous n'aurons pas accès aux populations, c'est très clair. En Érythrée, ça peut changer?
il y a un espoir ou pas en Corée du Nord? On a l'impression que c'est verrouillé pour des années et des années. Peut-être que je me trompe et j'espère me tromper. Je connais pas la situation de l'Érythrée, mais j'ai pas l'impression que ça va changer. Bon, Avant très longtemps. Vous me parlez tout à l'heure de verre à moitié vide, verre à moitié plein. Vous êtes optimiste pour 2021? Moi, je suis toujours optimiste, sinon je ferais pas ce métier. Bon, alors vous savez quoi? Je vais être optimiste. On vous invite dans un an. Vous serez là en février 2021. Merci beaucoup, Merci Philippe Lévesque, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'ONG Care France. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe.